Chers auditeurs, bonsoir. Vous avez remarqué que cette émission était une émission en direct et je tiens donc à remercier tout particulièrement, puisque nous sommes quand même le 30 décembre, les invités qui ont accepté de nous rejoindre. Il y a parmi nous Philippe Pichot-Bravard. Nous parlerons de son ouvrage consacré à la Révolution française. Il a d'autant plus de mérite d'être parmi nous qu'il vient d'Angers. Il devra nous quitter un peu après 19h30 pour rentrer sur ces terres. Et puis, d'autre part, Georges Clément, il vient d'un peu moins loin, de Verneuil-sur-Avre, mais il a fait l'effort de bien vouloir être parmi nous. Avec lui, nous parlerons de l'Algérie, mais l'Algérie, en une époque maintenant lointaine, c'était le temps de l'Algérie française entre 1830 et 1954, qui 62. a vu le début de... Oui, on peut le prolonger, l'Algérie française, jusqu'en 62, mais a priori, nous n'avons pas prévu de parler de la guerre d'Algérie. C'est pour ça que je retenais 1954. Voilà donc la matière de notre émission de ce soir. Et tout d'abord, le livre de Philippe Pichot-Bravard consacré à la Révolution française, publié aux éditions Via Romana, qui est sorti il y a déjà quelques mois, préfacé par Philippe de Villiers. On se doute donc qu'il ne s'agira pas là d'une apologie de la Révolution conçue comme un bloc tel que l'imaginait Clémenceau. C'est un ouvrage qui sera davantage inspiré, je dirais, par un esprit contre-révolutionnaire, mais nous en parlerons dans un instant. Philippe Pichot-Bravard est historien du droit. Il est professeur maître de conférence à l'université de Brest-Quimper. Il a publié aux éditions Tempora en 2008 Le Pape ou l'Empereur, les catholiques et Napoléon III. Une question tout à fait intéressante, au moment où Napoléon III a besoin du soutien politique des catholiques à l'intérieur, mais en même temps c'est en contradiction avec la politique qu'il entend mener en faveur de l'unité italienne. Tout cela, on le sait, se terminera mal, se terminera à Mentana, puis ensuite en 1870, quand la France, de fait, abandonnera Pie IX avec la réalisation finale, avec la prise de Rome, de l'unité italienne. Il a également publié aux éditions Ellipse en 2012 Conserver l'ordre constitutionnel, 16e, 19e siècle. Alors, Conserver l'ordre constitutionnel a été publié aux éditions LGDJ. Ah, pardon, oui, ça porte sur le même sujet, mais c'est votre thèse, je crois. Voilà, exactement. Qui a été publiée. Alors, retenons, au-delà de la thèse de droit, qui doit être un ouvrage érudit et volumineux, retenons aux éditions Ellipse en 2012 Histoire constitutionnelle des parlements de l'ancienne France. Un sujet tout à fait intéressant, puisque ces parlements sont souvent très, très méconnus, alors que leur rôle a été considérable. Un rôle d'ailleurs très, très discutable. En fait, c'est une affaire au XVIIIe siècle. C'est une affaire qui est très embrouillée, que cette histoire des anciens parlements dans lesquels on a souvent du mal à se retrouver. Les parlements, qui est une cour de justice, rendant la justice au nom du roi, avait aussi pour mission de conserver la mémoire des lois du roi, donc ils enregistraient les lois du roi lorsque elles leur étaient portées, et en procédant à cet enregistrement, eh bien, les parlements avaient pour mission de vérifier que ces lois du roi respectaient bien les lois fondamentales du royaume, les principes de la droite raison et de la justice, et ils exerçaient à cet égard un rôle de conseil de nature constitutionnelle auprès du monarque. Et la difficulté est venue de ce qu'au XVIIIe siècle, gagné par des idées nouvelles, après 1750, sous l'influence de Montesquieu, de Boulainvilliers notamment, les parlements se sont mis à tenir un discours qui était le contraire de celui qu'ils tenaient depuis 4 siècles. Et entrant dans un rôle d'opposition
opposition systématique à l'égard de la politique du roi, ils ont, entre 1751 et 1771, bloqué toutes les réformes que voulait entreprendre Louis XV, notamment sur le plan fiscal, ce qui a conduit Louis XV à cette grande réforme du chancelier Maupoux que Louis XVI a malheureusement ruiné dès le début de son règne. Alors, un point, cependant, là, vous évoquez l'influence des idées nouvelles, j'entends les idées des Lumières sur les parlements, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre aussi en avant le rôle qu'ont joué les réseaux jansénistes au sein de ces parlements, ce qu'avait montré Catherine Maire dans son très bel Bien ouvrage entre Dieu et la nation, je crois, par Bien sûr. quelques années. Bien sûr. Des jansénistes qui avaient des comptes à régler avec la monarchie Bien sûr. depuis la bulle Unigenitus. Il y a dans l'attitude des parlements vers 1751-52 beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a un mal-être conjoncturel dû notamment à l'effondrement du cours des charges. Un conseiller au Parlement de Paris qui avait acheté sa charge 100 000 livres en 1715 et qui voulait la revendre en 1751 ne pouvait espérer en tirer que 30 ou 35 000, c'est-à-dire le tiers. Évidemment, ça n'aide pas. Il y a aussi le sentiment que l'institution n'est plus ce qu'elle était au XVIe siècle. Ça rentre en ligne de compte. Il y a aussi le jeu des évocations qui fait que le roi a trouvé le moyen, en s'appuyant sur ses intendants, en s'appuyant sur cette politique d'évocation, de surmonter le fait que les parlements, lorsqu'ils n'étaient pas convaincus par une loi du roi, dans les procès, ne l'appliquaient pas, l'appliquaient peu, l'interprétaient à leur guise, et désormais, au XVIIe ou XVIIIe siècle, avec une centralisation plus importante, le roi, bien informé, a la possibilité, quand le risque se présente, d'évoquer une affaire devant son conseil, et à partir de là, les parlements ne peuvent plus user de cette force d'inertie qui leur permettait d'avoir en définitive gain de cause. Bien. Alors, tout cela rentre en ligne de compte. Il y a évidemment la question du jansénisme, qui rentre en ligne de compte. Ce n'est pas un hasard si la fronde parlementaire commence au printemps 1751 à propos de l'affaire des billets de confession. Donc on est au cœur des affaires religieuses, et à propos de l'affaire très embrouillée de l'hôpital général, au sein de laquelle les magistrats du Parlement de Paris et l'archevêque de Paris se disputent l'administration de cet hôpital général. Voilà. Alors, est-ce qu'à propos de ces parlements, et puis ensuite nous viendrons au principal sujet de notre soirée avec vous, est-ce qu'à propos de ces parlements, on ne peut pas évoquer aussi ce qu'a été le rôle du régent Philippe d'Orléans en 1715, quand il leur a rendu de fait des pouvoirs que Louis XIV leur avait quelque peu confisqués? Alors effectivement, Louis XIV, dans une déclaration de février 1673, avait encadré de manière stricte et probablement excessive le droit de remontrance des parlements, en prévoyant que les parlements ne pourraient adresser leurs remontrances désormais qu'après avoir procédé à l'enregistrement des lettres du roi et non plus avant. Ce qui privait ce droit de remontrance d'une bonne part de sa force. Bien. Et en 1715, à la mort de Louis XIV, il y a eu une sorte de marchandage tacite entre le régent ou le futur régent, le duc d'Orléans, et les parlements. Louis XIV avait pris des dispositions pour l'organisation de la régence par un testament secret dont personne n'était censé connaître le contenu. En fait, le régent, par des indiscrétions, savait ce qu'il y avait dedans et savait que les dispositions encadraient de manière stricte ses prérogatives de régent. Ce qui d'ailleurs était contraire aux lois fondamentales du royaume. Et le testament de Louis XIII avait déjà été annulé 72 ans plus tôt pour les mêmes raisons. Et là, le régent, au moment, le 2 septembre 1715, lors du lit de justice qui devait déclarer la régence, a avant même l'ouverture du testament, annoncé aux parlementaires qu'il exercerait cette régence en prenant soin de prendre toujours les conseils des magistrats du Parlement. Et les magistrats ont annulé le testament une fois qu'il a été ouvert, comme contraire aux lois fondamentales, et
13 jours plus tard, le 15 septembre 1715, au cours d'un second lit de justice, les parlements ont vu leur droit de remontrance rétabli dans toute sa force, mais rétabli au cours d'un lit de justice. C'est une assemblée particulièrement solennelle qui ne manquait pas de conférer à ce droit de remontrance une dimension constitutionnelle. Une légitimité très forte. Oui. Alors, laissons les parlements, mais nos auditeurs voient qu'il y a là un sujet majeur pour l'histoire du XVIIIe siècle, et je les renvoie donc à l'histoire constitutionnelle des parlements de l'ancienne France, publié aux éditions Ellipse en 2012. Un ouvrage donc de Philippe Pichot-Bravard, à qui nous devons également donc plus récemment, il y a quelques mois, une révolution française préfacée par Philippe de Villiers aux éditions Via Romana, l'excellente maison d'édition Via Romana, à qui nous devons beaucoup de publications tout à fait précieuses. Alors, la Révolution française, il y en a eu un certain nombre de révolutions françaises vues par les historiens, de Michelet à Pierre Gaxot, de Lefebvre à Soboul, de Mathiez à Furet. Alors, pourquoi une nouvelle histoire de la Révolution française en ce début du XXIe siècle? Alors, pourquoi tout simplement parce que, enseignant la Révolution française à mes étudiants de l'ICES et précédemment de l'Institut catholique de Rennes, je ne trouvais dans aucun livre une histoire complète qui corresponde à la lecture que j'ai pu faire des sources et notamment des archives parlementaires. Et notamment, j'avais pu constater que les travaux passionnants et très importants publiés au cours de ces dernières décennies par des universitaires de très haut parage n'avaient pas donné lieu à une relecture globale de la Révolution française. Bon, ces travaux, citons-les, ce sont les travaux de Jean de Vigry sur l'éducation, sur la religion, je pense notamment à son Christianisme et Révolution, les travaux qu'il a consacrés également aux idées politiques de Louis XVI, ce sont les travaux de Reynald Sécher sur le génocide vendéen, ce sont les travaux de Xavier Martin sur l'anthropologie des Lumières, ce sont les travaux de Frédéric Rouvillois sur le cartésianisme, sa thèse sur l'utopie cartésienne, source des totalitarismes contemporains. Ce sont les travaux aussi de Mona Ozouf sur la régénération de l'homme, et puis plus anciennement les travaux d'Augustin Cochin sur les sociétés de pensée, et qui demeurent un siècle après. Augustin Cochin est mort au cours de la bataille de la Somme, il y a presque un siècle. Eh bien, presque un siècle après, les travaux de ce grand chartiste demeurent sous-exploités et n'ont pas entraîné une relecture du fonctionnement du club des Jacobins, de l'importance de ces sociétés dans le déroulement des événements révolutionnaires, et ce, dès l'élection des députés aux États généraux. Alors il faut quand même rendre cette justice à François Furet, c'est qu'il a dans son Pensée la Révolution réintroduit en quelque sorte Augustin Cochin avec Marx et Tocqueville comme autre grille de lecture, alors qu'effectivement c'est quelqu'un qui était complètement oublié, Augustin Cochin, complètement marginalisé, parce qu'il avait en particulier insisté sur ces fameuses sociétés de pensée sans se braquer exclusivement sur la dimension maçonnique, qui avait suscité de très nombreux ouvrages, mais souvent polémiques, qui ne présentaient pas toujours la qualité historique nécessaire. Et c'était tout l'avantage d'ailleurs de cette lecture, de montrer que le phénomène est beaucoup plus large. Voilà, tout à fait. Beaucoup plus riche. Le club des Jacobins, ce n'est pas une loge, mais c'est une société de pensée qui a joué un rôle très important. Vous écoutez Radio Courtoisie. Voilà.
Notamment, j'ai appliqué un certain nombre d'informations contenues dans les études d'Augustin Cochin à une analyse du fonctionnement des assemblées révolutionnaires, en m'appuyant plus particulièrement sur l'analyse des séances des 31 mai et 2 juin 1793, au cours desquelles les Girondins, devenus à leur tour des modérés, ont été éliminés par les montagnards. Et là, c'est une séance qui est, pour l'historien, absolument magnifique, parce que l'on a, de manière assez caricaturale, ce qui facilite l'étude, on a tous les traits, tous les éléments qui montre comment une minorité politique peut imposer sa volonté à une majorité désorganisée, passive, une majorité qui n'est pas intellectuellement armée pour résister à ce type d'instrument. Comment la montagne s'impose au marais. Voilà. En gros. Hein. Alors, cette histoire de la Révolution française que vous nous proposez, si je comprends bien, il s'agit d'une histoire globale. Bien sûr, il y a le déroulement événementiel, il y a les grandes étapes que tout le monde connaît, depuis les 1789 jusqu'à l'époque thermidorienne, puis jusqu'au Directoire. Mais vous allez au-delà, dans la mesure où vous avez tenté d'apporter une réflexion plus générale sur les origines intellectuelles ou les origines idéologiques de la Révolution, origines que vous faites remonter à ce que Paul Hazard a appelé la crise de la conscience européenne, hein, la séquence 1680-1740 en gros, qui a préparé l'émergence au milieu du XVIIIe siècle des Lumières. Hein, l'encyclopédie, c'est 1750. Vous privilégiez beaucoup tout cet aspect idéologique, à juste raison d'ailleurs, hein, parce qu'on a donné de la Révolution des explications politiques, économiques, par exemple les mauvaises récoltes des années précédentes, des raisons politiques, c'est-à-dire la dette qui s'accumulait, le déficit des finances royales, mais la dimension idéologique est tout à fait importante et vous la mettez très clairement en lumière. Alors, quelles sont selon vous les étapes qui, sur ce terrain, ont préparé la grande rupture révolutionnaire? Alors, effectivement, comme vous le soulignez très bien, la révolution est un phénomène extrêmement complexe, avec des causes multiples. Cette crise institutionnelle, ces difficultés à réformer le pays, cette crise de la dette, ces difficultés à financer les activités de l'État, ultimement ces difficultés économiques dues d'une part à un traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne, sur le plan industriel en 1786, qui conduit à une première crise de l'emploi en 88-89 autour de certaines grandes villes comme Rouen, Lille, Lyon et Paris, dans le milieu de l'industrie du textile, et puis difficultés climatiques qui font que la récolte de 88 n'a pas été bonne. L'hiver 88-89 a été un hiver très dur, avec des difficultés d'approvisionnement, et qui ont entraîné, ajouté à cela la spéculation, une montée du prix des denrées alimentaires. Bon, tout cela rentre en ligne de compte, il y a une crise sociale, il y a une crise... Bon. Mais le cœur de la Révolution, ce qui distingue la Révolution des frondes qui l'ont précédée, c'est d'avoir été une révolution idéologique, c'est-à-dire d'avoir voulu faire table rase du passé pour fonder un monde complètement nouveau, bâti à partir d'idées abstraites. Alors ces idées, on les voit prendre de l'importance à partir du deuxième quart du XVIIe siècle. Entre 1625 et 1650, on assiste à 4 ruptures. La première, celle de Grotius,
nouvelle conception du droit, une conception subjectiviste du droit naturel, en rupture avec la tradition romaine du droit et du droit naturel. La deuxième rupture, c'est la rupture cartésienne, nouvelle conception de la connaissance, avec le primat accordé aux sciences mathématiques, avec une nouvelle relation au temps. Descartes a inventé le progrès. Et puis, avec du fait de l'influence de la méthode cartésienne sur les élites, c'est Jean de Vigry qui a montré qu'entre 1700 et 1715, dans tous les collèges de jésuites, on a abandonné l'enseignement de la méthode de saint Thomas d'Aquin pour adopter l'enseignement de la méthode de Descartes. Ce qui fait que les élites du XVIIIe siècle ont un cerveau qui ne fonctionne plus de la même manière que leurs parents et grands-parents. Et ces élites deviennent par conséquent réceptives à un certain nombre de conceptions nouvelles, et d'autre part, elles ne comprennent plus certains aspects importants du monde dans lesquels elles vivent. Et il y a deux aspects qu'elles ne comprennent plus. Elles ne comprennent plus la diversité statutaire, cette diversité de coutumes, de libertés, de traditions, qui fait que le droit n'est pas le même en Bretagne, en Anjou, en Normandie, dans le Poitou, dans les marches du Poitou et de la Bretagne, de l'Anjou et de la Bretagne, etc. Bon, on ironise désormais sur ce pays où l'on change de droit en changeant de chevaux au relais de poste. Bien. Et puis le deuxième aspect qui n'est plus compris, c'est la dimension sacrée de la royauté. Dès les années 1720, dès la régence de Philippe d'Orléans, on sent une critique pointe, notamment autour de l'abbé de Saint-Pierre, une critique qui voudrait qu'on ne fasse pas sacrer le petit Louis XV. Et puis de nouveau, au moment du sacre de Louis XVI, Louis XVI devra vaincre l'opposition de ses ministres pour aller à Reims et se faire sacrer selon la tradition. Ça, c'est la deuxième rupture. La troisième rupture touche à la conception de l'homme. C'est la rupture anthropologique matérialiste, inaugurée par Gassendi, reprise ensuite par les encyclopédistes, par d'Holbach, Helvétius, Voltaire, Diderot, comme l'a montré Xavier Martin dans ses études. Cette rupture amène à un regard nouveau sur l'homme. L'homme n'est plus considéré comme une créature de Dieu avec un corps et une âme, une créature blessée par le péché originel, rachetée par le sang du Christ et vouée à l'éternité dans l'au-delà. On considère l'homme comme une petite machine qui réagit aux sensations qu'elle perçoit en fonction d'un seul et unique carburant, l'intérêt égoïste. Et cette conception anthropologique, elle va jouer un rôle très important dans l'entreprise révolutionnaire, parce qu'on n'aurait pas pu concevoir l'idée même de la régénération de l'homme, c'est-à-dire de faire naître un homme nouveau, de transformer l'homme, sans cette conception qui regarde l'homme comme une passivité que l'on peut détruire si elle fait obstacle à une régénération voulue pour le bien de tous, et que l'on peut transformer simplement en transformant, en agissant sur les sensations que perçoit cet homme, en transformant l'environnement qui est le sien. Voilà. Et toutes sortes d'institutions révolutionnaires prennent leur sens dès lors que l'on a bien en tête cette conception anthropologique sensationniste. Bien. Ça, c'est la troisième rupture. Et la quatrième rupture, c'est la conception individualiste et contractualiste de la société, en rupture avec la conception classique aristotélicienne et thomiste. Donc Hobbes, on est autour de 1645, Locke 1690, Rousseau 1762. Donc jusque-là, on considérait que l'homme était un animal politique qui était naturellement fait pour vivre en société, que la société était naturelle à l'homme, que la famille était une réalité naturelle. Eh bien, désormais, on considère dans une perspective nominaliste qui remonte à Guillaume d'Occam
que l'homme n'est qu'un individu et que toute réalité sociale est le fruit d'une construction humaine, de la volonté humaine. Et à partir de là, la société a été créée par un contrat, les institutions ont été établies par la volonté humaine, le droit est l'expression d'une volonté humaine, et rien n'existe dans la société en dehors de cette volonté humaine qui s'exprime par l'instrument de la loi. Alors, on peut s'interroger sur ces ruptures idéologiques à propos notamment de ce qu'a été la diffusion réelle de toutes ces nouvelles idées. On sait que l'encyclopédie, la collection de l'encyclopédie, c'est quelques milliers d'exemplaires. Et Rousseau est finalement connu d'une toute petite minorité à la veille de la Révolution. Dans les cahiers de doléances qui expriment les revendications du pays, notamment les cahiers du tiers-État, personne en 1789, au printemps 89, ne remet en cause la monarchie, par exemple. Non, bien sûr. Personne ne remet en cause la monarchie, mais ces idées se sont répandues dans les élites. Donc la noblesse de cour, la bonne noblesse de province, la bourgeoisie grande, moyenne et petite. Elle s'est répandue grâce à ce changement intervenu dans l'éducation qui a préparé les esprits, et puis elle se répand par le phénomène des sociétés de pensée qui ont été des courroies de transmission de ces idées nouvelles, les cabinets de lecture, les académies de province et les loges maçonniques. Voilà, il y en a 400 à peu près en France en 1789, je crois, des loges. Alors, je n'ai pas le chiffre exact. La densité de plus en plus grande au fur et à mesure du temps, notamment dans les années 1780, et elles sont notamment de plus en plus nombreuses dans les régiments de l'armée, et ceci explique notamment l'attitude de l'armée en 1788 et 1789. Ce qui effectivement, comme vous le dites, explique un peu des réactions ou absence de réactions surprenantes. Il y a les gardes françaises qui passent du côté de l'émeute parisienne, il y a la mutinerie de Nancy l'année suivante. Et puis lors des journées de juillet 89, Louis XVI a fait techniquement ce qu'il fallait pour amener l'ordre à Paris. Quand on concentre plusieurs régiments, plusieurs dizaines de milliers d'hommes autour de Paris, que l'on confie la conduite de ces troupes à un nouveau ministre de la guerre qui se trouve être le meilleur général que l'on ait à disposition, le maréchal de Broglie. Bon, on fait tout ce qu'on est en mesure de faire pour ramener l'ordre, et il s'avère que ça ne suffit pas, parce que un certain nombre d'officiers sont déjà gagnés aux idées nouvelles, beaucoup de sous-officiers également, et que la désobéissance, l'insubordination se répand, et les manifestants savent que les forces de l'ordre qu'elles ont en face d'elles ne feront rien contre elles. Voilà. Et c'est comme ça que le roi a perdu le contrôle de Paris les 12 et 13 juillet 1789. Ensuite, le sort réservé au gouverneur de la Bastille a été un avertissement adressé à tous ceux qui pourraient avoir des velléités de résistance. Voyez ce qu'il en coûte de résister aux manifestations. Le gouverneur maintenant a sa tête au bout d'une pique, et une partie de la garnison aussi. Ceci était de nature à paralyser par la peur ceux qui auraient pu être tentés d'agir pour maintenir l'ordre traditionnel. Alors, que peut-on penser également, parce qu'on a évoqué des raisons économiques, idéologiques, politiques, il faut peut-être faire intervenir aussi le coefficient personnel des acteurs. Or, la personnalité de Louis XVI là, a été mise en cause, notamment vous évoquiez Jean de Vigry dans une biographie magnifique. Il a montré les limites du souverain qui était en place en 1789. Alors, il est incontestable que Louis XVI n'est pas l'homme de la situation. Il a beaucoup de qualités personnelles, et même des qualités
d'administrateur et d'homme de gouvernement, même s'il n'avait pas la vocation d'homme de gouvernement, il avait des qualités. C'est un homme très savant, qui parle plusieurs langues, qui s'intéresse beaucoup aux sciences, à la géographie, à la marine. Et au cours de son règne, il a pris bien des dispositions qui étaient de bonnes dispositions pour le pays. Si Louis XVI avait pu régner dans des temps paisibles, on aurait conservé un excellent souvenir de lui. Mais il n'est pas fait du tout pour des épisodes de crise. D'abord, il a toujours le souci de bien faire. Il a tellement le souci de bien faire qu'il en devient indécis. Il est paralysé par ce souci de bien faire. Alors, il a besoin d'analyser longuement les situations. Alors, pour beaucoup de choses, c'est une qualité. Il pèse et il sous-pèse les décisions qu'il prend, il étudie longuement les dossiers. Quand il a à mener la politique étrangère du royaume, eh bien c'est une excellente chose aussi parce que la politique étrangère à l'époque vit au rythme des messagers et non pas au rythme de CNN et de l'information continue. Donc il a le temps de donner sa réponse. En revanche, quand on a l'émeute sous ses fenêtres et qu'il faut prendre une décision dans le quart d'heure, il n'est pas l'homme de la situation. Il l'est d'autant moins que il manque d'imagination politique. Louis XVI a eu, il faut le reconnaître, et c'est ce qui atténue pour une large part sa responsabilité, il a eu une marge de manœuvre extrêmement étroite à partir de 88-89. Napoléon Bonaparte lui-même le reconnaît. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, on l'a interrogé sur le point de savoir si Louis XVI aurait pu éviter les choses. Et Bonaparte, qui a un sens politique, qui a de l'imagination politique, qui est un grand stratège, par-delà tous les défauts que je lui reconnais, il faut bien lui reconnaître ces qualités-là. Eh bien, Bonaparte, qui est un grand stratège, qui a du sens politique, dit Louis XVI avait très peu de possibilités d'agir. Il en avait deux au tout début de la Révolution, mais cela aurait exigé une sorte de grand acte machiavélien par lequel il aurait sacrifié à la foule certaines personnalités de son entourage, ce qui était inconcevable. Et Bonaparte de préciser que cela n'aurait pas été empêcher la Révolution, mais simplement en prendre la tête. Et la deuxième possibilité, dit-il, c'était au moment du 10 août. Au moment du 10 août, la Révolution était déjà fatiguée, la population était lasse du désordre, et Louis XVI aurait pu agir. Et effectivement, on voit à peu près ce qu'il aurait pu faire au moment du 10 août, lorsque le tocsin sonne à minuit dans la nuit du 9 au 10 août, qu'il sait qu'il est trahi par Danton, Santerre et Pétion, qu'il a grassement payé pour que l'insurrection n'ait pas lieu et qui n'ont pas respecté leur engagement. Il sait qu'il a quelques heures devant lui jusqu'à l'aube. Bon, 5-6 heures, c'est bien assez pour sauter à cheval. Il a 300 gentilshommes autour de lui. Il a 900 gardes suisses. On saute à cheval, on file des Tuileries qui sont indéfendables et il pouvait partir à Rouen où tout était prêt pour l'accueillir. Ses conseillers, Malouet, Bertrand de Molleville, Laporte avaient tout préparé pour accueillir le roi à Rouen, ville considérée comme sûre. Et là, une fois arrivé à Rouen, il n'avait plus qu'à adresser un appel au pays qui, je pense, aurait été entendu. Vous écoutez Radio Courtoisie et en ce moment nous entendons Philippe Pichot-Bravard qui nous parle de cette période de la Révolution française à propos de son livre édité chez Via Romana, La Révolution française. Mais alors, Louis XVI, est-ce qu'il n'y a pas aussi le refus ou la réticence aux solutions de force chez lui? Alors, il est incontestable que les solutions de force ne sont pas dans son tempérament et qu'elles ne correspondent pas à l'idée qu'il se fait de la royauté. Et l'idée qu'il se fait de la royauté, à cet égard, est assez proche
de l'idée traditionnelle de la royauté, d'un roi père de ses sujets. Alors un roi père de ses sujets peut évidemment punir quelques-uns de ses sujets, mais tout cela doit être très très mesuré. Il est certain que ce n'est pas dans son tempérament. Maintenant, indépendamment du fait que ce n'est pas dans son tempérament, il est incontestable que si ça avait été dans son tempérament, il n'aurait pas pu le faire parce que il y avait très peu de forces sur lesquelles il pouvait s'appuyer. L'armée n'obéissait plus. L'armée l'a trahi en juillet 1789. Il pouvait compter sur une partie de la maison militaire, mais sans être assuré qu'il n'y ait pas au sein de la maison militaire des personnalités acquises à la Révolution qui l'auraient trahi. Donc sa marge de manœuvre était effectivement extrêmement étroite. Il n'en demeure pas moins que il a, au cours de son règne, avant la Révolution, commis certaines erreurs qui ont aggravé la situation. Je pense notamment au rappel des anciens parlements en 1774. Ça a été une erreur grave qui a porté à l'autorité royale un coup extrêmement sévère. Ça a été ensuite la convocation de l'Assemblée des notables fin 86, qui se réunit 6 mois après. Le seul fait d'ailleurs qu'il y ait 6 mois entre les deux était en soi une erreur. Ensuite, convoquer une Assemblée de notables pour demander des sacrifices financiers, pour demander d'entériner des sacrifices financiers à ceux-là même qui devront les faire, ce n'était pas une bonne chose. Il aurait mieux valu qu'il joue la province contre Paris et qu'il se lance dans une sorte de grande tour de France dont le succès de son voyage en Normandie aurait pu être un bon prélude et qu'il aille voir les États provinciaux les uns après les autres, ou du moins ceux des principales provinces. Et à mon avis, là, il aurait eu probablement une institution d'un maniement moins difficile qu'une assemblée de notables et ensuite qu'une assemblée d'États généraux. Et est-ce que tout cela, ce n'est pas aussi le résultat d'une éducation avec son précepteur, le duc de la Vauguyon, oui. Inspiré des idées de Fénelon, et oui. qui sont tout à fait dans l'air du temps oui. du XVIIIe siècle? Oui, ça c'est incontestable. La formation de Louis XVI n'a pas facilité les choses. D'abord, Louis XVI, le duc de Berry, à sa naissance, n'était pas destiné à régner. Il est devenu l'héritier du trône en second, à la mort de son frère aîné, le duc de Bourgogne, en 1761. Il avait déjà 7 ans. Bien. Succéder ainsi à un frère dont il était très proche, évidemment, n'a pas été une chose facile. Bien. Ensuite, il y a eu la formation qui lui a été transmise par le duc de la Vauguyon, par Jacob-Nicolas Moreau, qui présente des aspects traditionnels, mais qui, au milieu de ces aspects traditionnels, Jacob-Nicolas Moreau a été choisi par le dauphin Louis parce qu'il est un adversaire des philosophes, des Lumières. Bon. Mais par-delà ces aspects traditionnels, il y a l'influence de Fénelon, il y a l'influence de D'Aguesseau, il y a l'influence d'auteurs qui ont contribué à enraciner dans l'esprit du futur roi des idées qui ne sont pas des idées traditionnelles. Et notamment, il y a 3 aspects qu'il faut relever. D'abord, le roi de Fénelon, le roi que décrit Fénelon dans l'examen de conscience sur les devoirs de la royauté, est un roi qui a beaucoup de qualités, paternel, juste, exemplaire, etc. Mais c'est un roi qui ne se soucie pas de commander, et auquel on n'apprend pas à commander, auquel on apprend d'abord à avoir conscience des limites de son pouvoir. Parce que la royauté est une charge lourde à supporter, lourde et pénible. On est très loin. Fénelon, à certains égards, prend, vis-à-vis des petits-fils de Louis XIV, le contre-modèle du grand-père. Louis XIV avait parlé de ce métier délicieux de roi, et Fénelon explique que c'est une charge très lourde et il vaut mieux ne pas l'avoir sur ses épaules. Et le résultat, c'est que Louis XVI n'a pas appris à commander, et non seulement il n'a pas appris à commander, mais il est profondément
persuadé que la royauté est une charge lourde et qu'être roi est un malheur. Il le dit dès le début de son règne. Lorsque les courtisans le surprennent dans l'après-midi du 10 mai 74 à Versailles, à genoux dans les bras de la nouvelle reine, ils l'entendent dire « Mon Dieu, ayez pitié de nous car nous régnons trop jeunes ». Bon, on peut mettre ça sur le coup de l'émotion, le grand-père qui vient de mourir, bon, mais un an après, lors du sacre, lorsqu'on lui pose la couronne sur la tête, qu'est-ce qu'on entend dire ? « Elle me gêne ». Ça commence pas très bien. Quand, un an encore après, en mai 76, son cher Malesherbes démissionne de son portefeuille de secrétaire d'État à la Maison du Roi, entre nous, ça dit d'ailleurs, c'était bien la première fois qu'un ministre se permettait de démissionner. Habituellement, on attend d'être exilé, ou alors on meurt en charge, mais on ne démissionne pas comme ça ne se faisait pas. Malesherbes démissionne, et Louis XVI lui envoie une lettre très aimable, en lui disant « Vous, au moins, vous pouvez partir ». Bon, donc, tout ça, évidemment, oui. ne le plaçait pas dans de bonnes dispositions, et tout cela explique notamment le manque d'imagination politique. Il faut avoir du goût pour le pouvoir, pour avoir de l'imagination politique. Alors ça, c'est la première idée. La deuxième idée qui fait que Louis XVI n'a pas les mêmes conceptions que ses aïeux, et d'abord que son grand-père Louis XV, c'est qu'on lui a insinué l'idée selon laquelle le roi et la nation sont deux réalités différentes. Louis XVI n'a pas l'idée du corps mystique de la monarchie. Louis XV, lors de la séance de la flagellation, avait rappelé le principe. Il avait parlé des droits de la nation dont on ose faire un corps séparé du monarque. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs cet épisode de la séance de la flagellation ? La séance de la flagellation est un épisode extrêmement intéressant qui s'est déroulé au Parlement de Paris le 3 mars 1766, en pleine fronde parlementaire. Louis XV, en se faisant annoncer quelques heures seulement auparavant, est venu au Parlement faire prononcer en sa présence un discours d'une très grande fermeté dans lequel il vient réfuter les idées subversives développées par les parlements depuis 15 ans et dans lequel il vient réaffirmer les principes de la monarchie. Ce discours est passionnant parce que c'est 20 ans avant la Révolution, ce que la monarchie dit d'elle-même. C'est la doctrine officielle. Et Louis XV accorde une telle importance à cette intervention qu'il a fait préparer ce discours par une commission de hauts juristes. Lui-même ensuite, fort de ses conseils, l'a rédigé, on reconnaît son style, mais il y a plusieurs personnes, conseillers d'État, maîtres des requêtes, qui ont travaillé sur ce discours. Et deuxième aspect, Louis XV a fait une chose qu'il ne fait habituellement jamais. Il a pris le soin, autour de ce discours, de communiquer. Ce discours a été diffusé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires aux quatre coins de l'Europe. C'est dire l'importance que le roi lui accordait. Et dans ce discours, Louis XV réaffirme les principes de la monarchie absolue. C'est en ma personne seule, dit-il, que réside le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage. Et il ajoute, nuançant le propos, que l'esprit de la monarchie est l'esprit de conseil, de justice et de raison. Et que par conséquent, les remontrants seront toujours reçus favorablement dès lors qu'elles respireront cette modération qui est le caractère propre du magistrat et de la vérité. En effet. Oui, on voit bien la différence entre le grand-père et le petit-fils. Le grand-père avait le sens du commandement. Voilà, tout à fait. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, à propos du 10 août, Louis XVI qui pensait s'être mis dans la poche, si l'on peut dire, Danton, Pétion, etc. Il y avait eu un précédent malheureux aussi avec Mirabeau. C'est les calculs ou les manœuvres du roi n'ont pas été des réussites une fois entamé le processus révolutionnaire en 1789. C'est vrai, mais je distinguerai les deux affaires parce que Mirabeau n'a pas trahi son engagement. Il a été
assez maladroit pour mourir trop tôt. Voilà. On ne sait d'ailleurs pas très bien dans quelles conditions il est mort. Il est mort très rapidement, de manière très, très, très surprenante. Bien. Mirabeau occupait dans l'échiquier politique en 89-90 une place de tout premier ordre, puisqu'il était au carrefour de tous les réseaux. Il appartenait au réseau orléaniste, il était membre de la franc-maçonnerie, il était du côté gauche de l'Assemblée, mais tout en étant très proche du centre. Il faisait partie de ce centre-gauche qui votait avec la droite quand la propriété et l'ordre public étaient en cause. Et comme c'est un ambitieux qui ne rêve que d'une seule chose, c'est de devenir ministre, il fait des offres de services qui finissent par être agréées. Et donc, il va se retrouver à la tête, de manière discrète, des députés qui sont favorables au roi, de sorte à organiser une résistance face à la destruction du cadre institutionnel de la monarchie. Et l'action de Mirabeau commençait à porter quelques fruits au printemps 91. On le constate par le fait qu'un certain nombre de députés de gauche commençaient à réaliser qu'ils avaient été très imprudents en désarmant complètement l'autorité royale, que tout cela était peut-être la cause du désordre que connaissait la France depuis 2 ans, dont elle n'arrivait pas à sortir, et qu'il serait peut-être bon de réarmer le roi. Et l'on assiste à cette tentative à partir de mai-juin 91, tentative qui va souffrir d'une part de la mort de Mirabeau et d'autre part de l'affaire de Varennes. Oui, à ce propos, justement, on revient au problème du goût ou de la capacité à utiliser la force dans ces circonstances. À Varennes, il y a eu quand même la proposition d'un officier de cavalerie de disperser la foule et de libérer le roi. Oui. Et il l'a refusé. Il l'a refusé. Alors, il l'a refusé effectivement parce que il estimait très probablement que dans le cadre de cette petite ville de Varennes, l'opération était extrêmement risquée. Et d'autre part, les soldats qui lui proposaient cette opération militaire étaient précisément ceux qui n'étaient pas à leur poste quand la berline royale a traversé les différents relais de poste après Chalon-sur-Marne, notamment à Sainte-Ménéhould et à Clermont-sur-Argonne et ensuite à Varennes. Alors comment faire confiance à des gens qui n'ont pas été capables d'assumer la mission simple qu'on leur avait confiée la veille? Oui, mais on peut répondre comment faire confiance à ce moment-là à un retour à Paris dans ces circonstances. Ce que vous montrez là, c'est que la prise de risque, il était incapable d'une prise de risque. La prise de risque, oui. Pas du tout préparé, je pense personnellement, à ce genre de situation. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des historiens, dirigé par Philippe Conrad, assisté de Nicole. Et autour de la table, nous recevons Philippe Pichot-Bravard, qui nous parle de son livre sur la Révolution française, édité aux éditions Via Romana. Et Georges Clément est parmi nous aussi, qui nous parlera en seconde partie. Nous avons 3 messages. Alors peut-être juste avant le message, un dernier élément sur cette affaire de Varennes. Il y a peut-être un élément psychologique qu'il ne faut pas négliger. Mettez-vous à la place de ce roi qui se retrouve à Varennes, au fin fond de la province française, et qui entend un procureur, finalement un adjoint au maire, lui dire « vous n'irez pas plus loin ». Et ensuite, un personnage qui n'a même pas de rôle officiel, Drouet, qui arrive de Sainte-Ménéhould, qui lui dit « on vous arrête ». Au nom de la nation, vous ne devez pas aller plus loin. Il y a eu là pour Louis XVI une sorte de choc
psychologique. Il ne s'attendait pas à ça. Et d'ailleurs, quand on lui annonce le décret de l'Assemblée décidant qu'il était arrêté, demandant qu'on arrête le roi, il a eu ce mot: il n'y a donc plus de roi en France. Voilà. Et ce choc psychologique a probablement aggravé certaines faiblesses de caractère et explique que dans cette affaire, il ait été incapable de réagir. Oui, c'est ce que lui reproche d'ailleurs un jeune officier du nom de Bonaparte. Ah oui, mais c'est pas cette occasion, c'est à l'occasion oui, quand il a coiffé le bonnet phrygien et levé le vin rouge. Ah, c'est en juin alors. C'est en juin 92. Alors c'est pas la fameuse réaction. Le 20 juin. Le 20 juin. Voilà. Alors les messages, eh bien. C'est un auditeur qui nous dit « Je ne crois pas que les philosophes, quels qu'ils soient capables de changer la société. Le passage de saint Thomas à Descartes, à mon humble avis, ne fait que refléter un changement profond et confus. Merci pour votre excellente émission. » Et puis une auditrice nous dit « Merci à monsieur Philippe Conrad et à ses invités d'être là ce soir. » Après avoir été privé de Radio Courtoisie quelques jours, je rentre chez moi pour entendre la meilleure émission du mois. Un auditeur nous dit « Pourquoi cette haine des francs-maçons contre Louis XVI et la monarchie ? Que pensez-vous de ses successeurs, Louis XVIII et Charles X ?» Alors bon, peut-être concernant les francs-maçons, leur hostilité à la monarchie. Alors leur hostilité, il est difficile d'être précis. Ce que je peux simplement relever, c'est que ces milieux éclairés dont font partie les francs-maçons sont profondément hostiles à la royauté sacrée. Leur idéal politique, c'est le despotisme éclairé d'un Frédéric II ou d'une Catherine II ou d'un Joseph II. Voire la monarchie anglaise. Voir la monarchie anglaise, peut-être pour les plus modérés d'entre eux d'ailleurs. Si Louis XVI avait accepté de devenir un despote éclairé, s'il avait accepté de ne pas se faire sacrer, il n'aurait probablement eu aucun problème. Il est de fait que les derniers philosophes, ceux qui ont survécu à tout, après un petit tour en prison en 93, comme tout le monde d'ailleurs, ou presque, ont fini au Sénat napoléonien parce que ils trouvaient dans la formule impériale la formule de despotisme éclairé qui leur convenait. Alors, s'agissant de Louis XVIII et de Charles X, Louis XVIII lui avait un sens politique. Lui avait de l'imagination politique. Il est arrivé dans une situation qui était extrêmement délicate, après 25 années de guerre et de guerre civile, dans un pays extrêmement divisé, et l'enjeu était de réconcilier les Français, de réconcilier les deux France, la France des Blancs qui avaient souffert de la Révolution, et qui attendait la récompense de sa fidélité, et la France des Bleus qui avait gouverné le pays pendant 25 ans et qui avait acquis un certain nombre de positions et qui craignait de les perdre. Bien, il a dû réconcilier tout cela et cela exigeait un certain nombre de compromis. Alors, a-t-il été trop loin dans le compromis ? Il est allé plus loin qu'il ne le voulait lui-même. La preuve en est qu'il était obligé de conserver le concordat de 1800 et les articles organiques, alors que initialement il avait engagé des négociations avec le Saint-Siège et qu'un nouveau concordat avait été signé avec Rome en 1817. Il a été obligé de conserver l'université impériale centralisée, alors que initialement, en 1814-1815, on sent une volonté de donner une liberté, de rendre la liberté à l'enseignement et de rendre à l'Église son rôle dans l'enseignement. En revanche, ce qu'il a conservé par facilité, et à mon sens il a commis une grave erreur, c'est la centralisation napoléonienne, départementale, préfectorale, dont le défaut dans le contexte de la Restauration était de centraliser à Paris toutes les ambitions, toutes les intrigues, tous les calculs, au lieu de permettre aux élites de pouvoir exercer des responsabilités
localement. Et ce faisant, on rendait la situation politique à Paris explosive. Voilà. Mais cette centralisation que vous reprochez à Louis XVIII, qu'il héritait de Napoléon, Tocqueville a montré qu'elle était déjà en action avant la Révolution. Elle avait commencé, mais elle a été très fortement accentuée avec la Révolution et avec le consulat. Je pense même que entre l'avant et l'après, et je le dis en ayant beaucoup d'admiration pour l'œuvre d'Alexis de Tocqueville, je crois qu'il y a eu un changement de nature. Parce que même si Richelieu et Colbert avaient étouffé les libertés des corps intermédiaires, même si ils avaient opéré une centralisation grandissante avec les intendants, il n'en demeure pas moins que la monarchie restait tributaire de conception traditionnelle et restait respectueuse de la diversité statutaire, des libertés des provinces, des libertés historiques, et ces libertés qui ont été balayées lors de la nuit du 4 août. Et c'est cette destruction des réalités historiques qui a doté l'État d'une puissance de tir incomparablement plus forte que ce qu'elle était sous l'Ancien Régime. Alors en même temps, ça c'est le résultat de la centralisation jacobine, de la dictature montagnarde, puis du système napoléonien ensuite, mais la première révolution dans la Constitution de 1791, elle se veut, elle, tout à fait décentralisatrice. Oui. On est tout à fait dans un autre scénario, là. On décentralise, mais tout en détruisant les réalités historiques, les traditions, les coutumes. C'est ça. On décentralise tout en uniformisant. Tout à fait. C'est le modèle américain, en fait, aussi d'une certaine mesure. Hein. Je voulais justement à ce propos revenir à quelque chose dont vous aviez parlé récemment lors d'une émission que nous avons fait ensemble, les révoltes fiscales. Or, d'après ce que j'ai compris, dans ces révoltes fiscales, le fait que dans certaines provinces, la fiscalité était différente de la province voisine, déclenchait et était reçue comme une injustice profonde. Donc, on ne peut pas non plus considérer que la centralisation n'allait pas dans le sens de ce que le peuple, en tout cas pour le coup, voulait, c'est-à-dire être traité à Saintes, si j'ai bien compris, comme à Bordeaux. Pour simplifier. Alors, je suis pas sûr. Je crois que vous avez très légèrement inversé la perspective. Dans les révoltes fiscales, qui sont nombreuses au XVIe et au XVIIe siècle, surtout sous Louis XIII et pendant la régence d'Anne d'Autriche, on ne se révolte pas parce que l'on veut que la province voisine soit traitée comme vous, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe dans la province voisine. On se révolte parce que le gouvernement central augmente les impôts, supprime les États provinciaux, vous impose des charges nouvelles que vous n'aviez pas à payer jusque-là, ne respecte pas les libertés de la province, et c'est au nom des libertés, des franchises de sa province que l'on se révolte. Les bonnets rouges de Bretagne se sont révoltés pour défendre les privilèges historiques de la Bretagne. D'ailleurs, ils ne se seraient certainement pas révoltés pour que la Bretagne soit soumise aux mêmes règles que le reste du royaume, parce que ça n'aurait pas été avantageux du tout pour la Bretagne. La Bretagne était probablement l'une des provinces, si ce n'est la province la plus privilégiée du royaume sur le plan fiscal. Et c'était l'une de celles qui avait l'échine le moins souple en la matière, parce qu'elle était soucieuse précisément de défendre ses libertés historiques. Et notamment le contrat d'union qui prévoyait qu'aucune charge nouvelle ne devait être imposée aux Bretons sans l'accord des États provinciaux. Alors, cette révolution française, elle a fait l'objet d'interprétations diverses. Il y a un débat qui me paraît très intéressant, qui tourne autour de la fameuse formule de Clémenceau, la révolution c'est un bloc, alors qu'à l'inverse, on a vu plusieurs spécialistes à diverses époques
nous expliquer qu'il faut distinguer plusieurs révolutions. La première révolution française s'intégrant dans ce que Jacques Godchaux appelait les révolutions atlantiques. Il la plaçait dans le même registre que la révolution anglaise de 1688 ou que la révolution américaine de 1776. Et puis la partie terroriste, la partie correspondante à la dictature montagnarde, aurait été en quelque sorte un accident de parcours, une dérive, un dérapage débouchant sur une catastrophe, mais qui n'était pas inscrite dès le départ dans le processus révolutionnaire. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Alors non, je ne le partage pas. Bien sûr, Barnave n'est pas Saint-Just, c'est incontestable. Et la constituante n'est pas la Convention. Il n'en demeure pas moins que, par-delà ce qui différencie 89 de 93, il y a un certain nombre de points communs qui ne sont pas négligeables. D'abord, cette volonté de régénération par la mise en œuvre de principes abstraits, d'idées abstraites. Ça, c'est un point qui assure l'unité de la Révolution. Ensuite, la volonté de rationaliser, d'uniformiser les institutions, le droit, assure l'unité de cette Révolution. L'hostilité à l'Église catholique, pas l'hostilité aux sentiments religieux que l'on instrumentalise au profit de la patrie, au profit de la Révolution, au profit de la République, au profit de ce que Jean de Vigry appelait la patrie révolutionnaire. Non, pas cela. L'hostilité à l'Église catholique qui est visible dès 89, dès la Déclaration des droits, dès le refus 3 fois réaffirmé en août 89, en février 90 et en avril 90 de ne pas faire de la religion catholique la religion nationale, dès la nationalisation des biens du clergé qui prive le clergé des moyens matériels d'assurer le fonctionnement des écoles, des universités, des hôpitaux, de porter secours aux pauvres, de remplir ses missions scolaires, universitaires, sociales et hospitalières. Remarquez un point, on a nationalisé les biens du clergé parce que on voulait, en puisant dans ce patrimoine, répondre à l'enjeu de la dette. Mais on aurait très bien pu se contenter de ne nationaliser que le quart ou le tiers du patrimoine du clergé. Ça représentait à peu près 1 milliard si on s'appuie si on part sur le tiers. 1 tiers, 1 milliard. Avec 1 tiers, on arrivait à diminuer suffisamment la dette pour que le service de la dette redevienne très nettement supportable. Ensuite, c'est à l'État de faire les efforts qu'il a à faire. Bon. Mais ce n'est pas le chemin que l'on a choisi. On a choisi de tout nationaliser. Et parce que on voulait la destruction du clergé en tant qu'ordre. Bien. Ça c'est le premier aspect de la réponse. Le deuxième aspect, qui dit dérapage, exige de trouver le moment d'une césure entre les deux révolutions. La bonne révolution libérale et la mauvaise révolution radicale, montagnarde, terroriste. Bien. L'ennui, c'est qu'il est difficile de trouver cette césure. François Furet la place au cours de l'hiver 91-92, au moment où la guerre va se déclarer, au moment où on commence à prendre des décrets contre les prêtres. Bon, oui, mais il n'en demeure pas moins que à l'hiver 91-92, la constitution civile du clergé existe depuis déjà 1 an. Il y a déjà des persécutions qui ont commencé localement. À l'automne 91, le sang des victimes d'octobre à Versailles et celui des victimes de juillet à Paris 89 est sec depuis bien longtemps. En 91-92, le comité des recherches de l'Assemblée constituante a fonctionné pendant 2 ans déjà et a fait planer un certain climat. Qu'est-ce que ce comité des recherches Il a été créé, c'est une commission parlementaire
créé au sein de l'Assemblée constituante après les événements du 14 juillet pour enquêter sur les délits d'opinion. Le comité des recherches, c'est la police de la pensée. Ils reçoivent les dénonciations contre tous ceux qui pensent mal, qui parlent mal, qui écrivent mal, et ils mènent des enquêtes contre tous ceux qui sont suspectés de ne pas approuver les changements en cours. Tout cela annonce quand même ce que sera le comité de sûreté générale. Évidemment, ce comité de recherche ne procède pas à des arrestations, mais on a tout de même un climat extrêmement pesant qui commence à se dessiner. Et puis, je le répète, les premiers massacres datent du 14 juillet 1789 et les contemporains, je pense notamment à Malouet, je pense à Napoléon Bonaparte, ont écrit l'un comme l'autre que la terreur, à leur sens, avait commencé. Alors Malouet dit le 14 juillet, avec la tête du gouverneur de la Bastille. Bonaparte dit le 4 août, mais on sent bien qu'en disant le 4 août 89, il vise le même événement que Malouet. Il vise cette situation de désordre qui commence les 12, 13, 14 juillet et qui se prolonge, qui s'étend en province, de désordre qui ne s'arrêtera plus avant Brumaire, au cours duquel des manifestations ont lieu un peu partout, dans les villes et dans les campagnes, des réquisitions ont lieu, des particuliers voient leur maison pillée, et certains sont assassinés ou affreusement massacrés. Il est certain que quand on imagine ce qu'a été la mort du gouverneur de la Bastille, la mort des officiers de la garnison de la Bastille, la mort du prévôt des marchands Flessel quelques instants plus tard, qui ont été dépecés par la foule, la mort de l'intendant d'Île-de-France 8 jours plus tard, Berthier de Sauvigny, l'équivalent du préfet d'Île-de-France, la mort de son beau-père Foulon de Douai, un vieil homme de 74 ans qui était ministre du roi une semaine avant. Et quand on sait que des personnalités comme le baron de Breteuil, le maréchal de Broglie, ou le duc et la duchesse de Polignac, ou le comte d'Artois lui-même, frère du roi, étaient inscrits sur des listes de proscription dès le 14 juillet, annonçant les promettant à la mort, et que c'est pour cette raison que Louis XVI leur a demandé de quitter la France. Il y a là, incontestablement, un climat de terreur qui est présent, qui n'a pas attendu le décret du 5 septembre 93, et ce climat de terreur montre que la terreur de 93 de 94 n'est pas un dérapage, elle est dans les gènes de la Révolution française. Vous écoutez Radio Courtoisie. Nous entendons en ce moment Philippe Pichot-Bravard qui nous parle de la Révolution française. Alors finalement, la Révolution est un bloc, quand même. D'une certaine manière, Clémenceau avait raison. C'est ce que dit Clémenceau. Et alors, Clémenceau, à cet égard, a prononcé 2 discours. Le premier, qui est très connu, en 91, dans lequel il dit « La Révolution est un bloc, nous l'acceptons en entier, nous ne pouvons rien en distraire, j'assume tout, nous sommes restés les mêmes et nous continuerons le combat tant que la victoire ne sera pas complète. » Donc la guerre n'est pas terminée. Et 3 ans plus tard, il prononce un autre discours que l'on a porté à ma connaissance il y a 3 jours. Un discours dont le texte figure dans le numéro de Chercheurs et Curieux de juillet-août de l'année dernière, enfin, de cette année 2014, qui sera l'année dernière dans 48 heures maintenant. Et dans ce discours, Clémenceau assume les massacres de septembre et l'extermination vendéenne comme faisant partie du bloc révolutionnaire dont on ne peut rien distraire. Pour Clémenceau, c'est pas quand même complètement surprenant. Oui. Je rappelle quand même qu'en 1871, c'est lui qui a envoyé à la mort le général Lecomte, qu'il a croisé, absolument, au moment de l'enlèvement des canons, et qu'il a croisé, le général Lecomte lui demandant s'il y avait danger, enfin, qui lui a dit mais non, mon général, tout va bien, vous pouvez y aller. Donc Clémenceau est quand même un révolutionnaire, enfin, au sens terreur du terme. Sanglant du terme. Oui. Nous avons quelques questions.
Oui, c'est une auditrice qui nous dit on dit Louis XVI indécis et faible, notamment lors de la journée du 20 juin 1792. S'il a finalement accepté de porter le bonnet phrygien, il avait longtemps résisté avant de sanctionner la constitution civile du clergé. Alors pour rebondir sur cette question, on peut reprocher à Louis XVI d'avoir été indécis et faible. Je ne lui ferai pas ce reproche pour la journée du 20 juin 92. Parce que dans cette journée-là, il n'a rien lâché. Il a accepté de porter un couvre-chef ridicule et de boire un coup au goulot. D'accord, c'est pas glorieux. D'accord. Bon, il avait l'émeute sous ses fenêtres, pas sous ses fenêtres, il avait l'émeute autour de lui et les couteaux pratiquement posés sur sa gorge. Et qu'exigeaient les manifestants ? Ils exigeaient qu'il retire son veto à 2 décrets, dont l'un frappant les prêtres réfractaires et l'autre portant sur l'établissement d'un camp de fédérés aux portes de Paris. Et Louis XVI n'a pas cédé. Les manifestants sont rentrés chez eux sans avoir obtenu le retrait du veto. Ce jour-là, il a été très courageux dans des circonstances extrêmement difficiles. Oui, ça c'est vrai, c'est l'histoire. Simplement, l'image qu'il a donnée à des tas de gens, c'est pour ça que la réflexion de Napoléon Bonaparte est intéressante, parce que c'était un jeune garçon dans la foule, c'est une image de démission. Voilà. Alors, il faut ajouter que le 20 juin, un décret de l'Assemblée avait dissous la garde constitutionnelle du roi. Alors là où il a commis une bêtise, c'est qu'il aurait dû mettre son veto à ce décret, parce que le droit de veto était là pour lui permettre de protéger ses prérogatives constitutionnelles. Et il ne l'a pas fait. Et de fait, puisqu'il n'y avait plus de garde constitutionnelle, le palais des Tuileries était sans protection. Alors un auditeur nous dit « On ne parle jamais des critiques que Babeuf a très vite émises à propos des agissements des révolutionnaires. Il réagit vivement dès la prise de la Bastille. Il a parlé de dépopulation lors des massacres en Vendée. » Alors, je ne connais pas les critiques portant sur la période de la prise de la Bastille. En revanche, effectivement, Babeuf a publié un ouvrage sur le système de dépopulation, épinglant même le populicide commis en Vendée. Le terme va très loin. Et il a été le premier à dénoncer l'horreur de ce qui avait été commis contre la population vendéenne. En même temps, c'est un peu un travail de commande que lui commande Fouché pour se mettre un peu à l'abri des accusations qui peuvent le viser après Thermidor. Ah, Fouché avait beaucoup de choses à se faire pardonner. Et puis, il faut rappeler aussi que Gracchus, donc Babeuf, est quand même le premier théoricien du communisme. Oui, bien sûr. Et qu'au fond, souvent, on entend dire sur la Révolution française que c'est le début ou le prélude à la révolution bolchevique plus tard. Sur le plan idéologique, au début, ce n'est pas vrai. Par contre, avec Gracchus Babeuf, oui. Il sera reconnu comme tel d'ailleurs par les bolcheviks qui en feront un grand ancêtre. Et par ailleurs, si on renverse la perspective, les bolcheviks ont puisé dans la Révolution française les méthodes, le vocabulaire, la dialectique, l'inspiration dont ils avaient besoin pour mener leur révolution. La lutte contre les Vendées, notamment. Lénine, je renvoie pour cela à l'excellent livre d'Alain Besançon, Les origines intellectuelles du léninisme, qui montre bien cette filiation. Il y a d'autres éléments dans le bolchevisme, toute la tradition nihiliste notamment. Il y a tout cet héritage. Et l'héritage communard. Oui, quand il réfléchit à l'outil qu'il va placer, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, à la tête de la Tchéka, il dit « J'ai besoin d'un bon Fouquier-Tinville ». Voilà. Ça sera Dzerzhinsky. Alors, il y a une question encore d'un auditeur. En quoi Napoléon est-il ou n'est-il pas le fils de la Révolution ? Là, c'est un long débat. Si on veut en parler, il y en a pour longtemps. Alors, écoutez, il est le fils, j'allais dire, parce qu'il est tombé dedans quand il était petit. Non, mais c'est pas une boutade. Effectivement, il sort d'Auxonne, de Brienne, pardon. Il est lieutenant. Enfin bref, il est tout jeune et donc les événements l'entraînent.
Il est vrai qu'il avait eu aussi familialement un peu maille à partir avec l'administration royale dans sa jeunesse, enfin juste avant la Révolution, puisqu'il était celui qui s'occupait des affaires familiales, que les affaires familiales corses n'allaient pas très bien et qu'il a eu beaucoup de difficultés à obtenir un certain nombre d'aides malgré diverses lettres auprès alors je dis pas que c'était une revanche, mais enfin c'était pas obligatoirement quelque chose qui faisait un lien fort avec la monarchie. Mais par ailleurs, ce qu'il a détesté dans la Révolution, et je parle au moment où il en était le spectateur, c'est le désordre. Ça, c'est évident. Il a détesté le désordre à plusieurs reprises. Il l'a subi. Quand le 10 août, on l'arrête, enfin une foule de banlieusards, enfin non, de faubourg, voilà. L'arrête place des Victoires. Il lui fait crier "Vive la nation". Bon, manifestement, il en parle longtemps et il ne l'a pas bien pris. Donc ça, d'ailleurs, je pense qu'il a été forgé. Enfin, son amour de l'ordre, indépendamment du fait que c'était dans sa nature probablement, je crois que la Révolution française a joué un rôle considérable pour lui faire se méfier du désordre dans les rues. Bon, alors voilà, à partir de là, effectivement, en tant qu'officier, dans sa carrière militaire, il est lié à la Révolution française. Il est nommé capitaine à Toulon. Bon, puis je veux pas rentrer dans les affaires familiales. Il était proche d'Augustin Robespierre. Oui, du frère de Maximilien Robespierre, absolument. Ça lui a valu d'ailleurs des semaines un peu difficiles après Thermidor. Il a été emprisonné au fort d'Antibes. Il a été emprisonné au fort d'Antibes. Donc, il a été nommé en Vendée. Et il a refusé, puisqu'il a envoyé ses chevaux pour donner le change, et il a refusé d'y aller. Donc, il s'est trouvé dans la Révolution, quand on regarde bien en fait les actes, indépendamment de ce qu'il peut dire après, il était dedans, il était officier, il n'a pas supporté le désordre et la terreur, politiquement parlant, s'entend, mais il y a participé. Et puis, bien sûr, il a participé à Vendémiaire. Personne ne peut dire le contraire. Donc, il était un homme qui agissait pour la Révolution. Tout probablement en tirant la conclusion qu'il fallait que ça se termine et qu'il ne fallait plus considérer la destruction des institutions françaises, alors au sens, et il est allé jusqu'à la monarchie, c'est pas tout à fait pour rien, parce que la Révolution telle qu'elle l'a vécue ne menait à rien. Voilà. Alors, on retrouve exactement ce que vous venez de dire dans la politique du consulat. C'est-à-dire, il déclare là que la Révolution est finie, ce qui veut dire pour lui le désordre est terminé. On va rétablir la stabilité, la paix publique et l'ordre. Bien. La formule napoléonienne consiste à conserver les acquis de la Révolution. Alors, d'abord, le transfert de propriété des biens nationaux. Ensuite, les principes qui ont nourri cette Révolution, mais en les mêlant avec les débris de l'Ancien Régime. Le deuxième consul, c'est Cambacérès, ancien conventionnel régicide. Ça, c'est pour la Révolution. Le troisième consul, c'est Lebrun, l'ancien secrétaire de Maupoux, l'un des acteurs de la réforme Maupoux de 1771, et une partie des réformes menées par Napoléon Bonaparte en 1800, avec la fondation du Conseil d'État, avec ensuite la section du contentieux du Conseil d'État, etc., reprennent en fait des idées qui étaient dans les cartons à l'époque de Louis XV et de Maupoux. Et donc, il a voulu, de l'Ancien Régime, reprendre l'efficacité de la monarchie administrative, mais d'une monarchie administrative transformée par le fait que il n'y a plus d'obstacle qui vient tempérer son jeu. Il n'y a plus cette diversité, ces libertés locales qui viennent. Il n'y a plus que la hiérarchie militaire qui, du ministre, descend au préfet, puis au sous-préfet, puis au maire, et qui fait que les ordres descendent et l'information remonte. Voilà.
Oui, c'est la vérité, je veux dire. Mais sur le plan de la pratique, de son idée de gouvernement, il y a des lettres qui montrent que, au niveau des libertés locales, je reviens à ce que vous venez d'évoquer, en fait, tout le problème, c'est qu'il y a la structure et après il y a la pratique. Je me souviens de lettres au préfet de Nice, par exemple, qui avait sanctionné des fêtards lors du carnaval et où il les remet au pas en disant qu'il faut laisser le peuple vivre et s'amuser lors de ces événements. Donc, lui, son idée n'était pas probablement d'empêcher les traditions locales ou plutôt de faire que les traditions locales soient brimées. Mais après, il y a entre l'idée du souverain ou du chef d'État et la pratique des fonctionnaires locaux, évidemment, il y a une marge et on sait bien que cette marge, hélas, la dérive est inévitable. Alors, nous le savons aujourd'hui, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que la dérive de l'État français aujourd'hui est quelque chose d'extraordinaire. Alors on peut ajouter peut-être un élément auquel Xavier Martin a consacré son mythologie du Code de Napoléon, à savoir que l'essentiel de l'œuvre napoléonienne, il l'a reconnu lui-même, c'est son œuvre juridique, c'est le Code civil, et le Code civil, c'est le mélange de traditions juridiques romaines et d'Ancien Régime, et de l'anthropologie et des Lumières. Et en intégrant cette anthropologie des Lumières dans ce monument juridique, Napoléon Bonaparte a en quelque sorte enraciné l'héritage de la Révolution avant de l'exporter manu militari en imposant le code civil partout où ses armées dominaient en Europe. Vous écoutez Radio Courtoisie et nous avons une question, ou plutôt un avis d'un auditeur qui nous dit: Monsieur Pichot-Bravard, votre portrait de Louis XVI est la plus forte démolition du principe monarchique. Ah. Oh, alors là, il doit y avoir de la provocation chez cet auditeur, parce que il doit bien savoir que ce n'est pas du tout à mon intention, d'autant que il faut reconnaître à Louis XVI cette qualité immense d'avoir été très grand dans le malheur et d'avoir su, face à une situation sur laquelle il avait très peu prise, d'avoir su se sacrifier, accepter son malheur et l'offrir en sacrifice pour la rédemption de son peuple. Et la mort de Louis XVI a montré ce qu'était la véritable nature de la royauté française, c'est-à-dire un principe reposant sur le sacrifice du chef, père de ses sujets, pour le bien de ses sujets. Alors, un dernier point, pendant les quelques minutes qui nous restent avant la coupure de 7h30, c'est la comparaison qui a souvent été mise en avant entre la Révolution française et la Révolution anglaise de 1688. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Alors, Edmund Burke a répondu à cette question dès 1790 pour réfuter les discours d'un certain nombre de Whigs radicaux qui, en Angleterre, se réjouissaient d'une révolution française que certains d'entre eux avaient probablement d'ailleurs encouragée en sous-main. Et Edmund Burke explique que la révolution de 89 n'a rien à voir avec la révolution anglaise de 1688, parce que la révolution anglaise de 1688 est une révolution au sens astronomique du terme, dont l'ambition est de restaurer des libertés et des droits historiques que le temps a pervertis, abîmés ou que le temps a conduit à méconnaître. Alors que la révolution de 1789 en France est une révolution qui prétend faire table rase de tout pour construire un monde complètement nouveau à partir d'idées abstraites. Voilà. Et il montre bien la tension qui existe, et c'est l'un des aspects les plus intéressants de la Révolution, entre la proclamation de droits et de libertés abstraites et le respect concret des libertés concrètes. On le voit notamment
lorsque, à l'article 1er de la Déclaration des droits, l'Assemblée constituante proclame que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et quelque temps plus tard, elle instaure un système électoral qui distingue entre les citoyens passifs qui n'ont pas le droit de vote, ce qui représente 40% des hommes, les citoyens actifs qui ont le droit de vote mais qui n'ont pas le droit d'être élus, ce qui en représente encore 35%, et puis les citoyens actifs éligibles qui ont le droit d'être élus au conseil municipal et dans les assemblées d'électeurs, et puis quatrième catégorie, les citoyens actifs éligibles susceptibles d'être élus à la députation. Donc les hommes ne sont pas demeurés égaux en droit bien longtemps. C'est un exemple. Alors, et en plus, on ne parle même pas des femmes. Mais on n'en parle nulle part en Europe non plus. Il faut rester aussi dans des contextes mentalité générale pour les femmes, je parle. Alors ça c'est cet exemple sur la citoyenneté. On pourrait également donner l'exemple de la propriété. L'article 17 proclame que la propriété est inviolable et sacrée, et puis 2 mois plus tard, on nationalise les biens du premier propriétaire de l'État. Oui. Certes, mais là dans l'état d'esprit des révolutionnaires, l'Église est propriétaire, mais ils ne la conçoivent pas comme ça. C'est vrai. Mais alors ensuite, comme les émigrés ont connu le même sort, les condamnés à mort, les insurgés, finalement, jamais la propriété n'a été aussi peu respectée qu'à partir du moment où elle a été inviolable et sacrée. Alors nous arrivons à la fin de la première partie de cette émission pour la coupure de 7h30. Je rappelle donc l'ouvrage de Philippe Pichot-Bravard qui nous a accompagnés depuis 18h, La Révolution française, avec une préface de Philippe de Villiers, un ouvrage paru aux éditions Via Romana. Peut-on préciser juste un instant que cet ouvrage va recevoir le prix Renaissance, oui, tout à fait. Et que les auditeurs qui souhaiteraient participer à cette remise peuvent s'inscrire. Le dîner aura lieu le 4 février 2015 à l'Aéroclub de France. Ils peuvent s'inscrire auprès du Cercle Renaissance, 138 rue de Tocqueville, dans le 17e à Paris. Merci.